Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Une collaboration avec une équipe de F1 existante est exclue pour Andretti. Le rachat d'une équipe ne réussira pas à Andretti. Donc c'est pas ce qu'ils veulent faire, même si par exemple AlphaTauri est à vendre. Andretti veulent vraiment partir sur des bases neuves, sur des bases neutres quoi. Actuellement, nous avons déjà perdu quelques opportunités. Nous avons essayé d'acheter une équipe existante, mais ces opportunités ne semblent pas plus aussi claires. Nous allons donc essayer de devenir la 11e équipe. Nous avons un bon plan. Alors, ils devaient, la FIA, selon eux, les accepter pour Noël. Bah non, du coup, en fait. Étonnant. Comme beaucoup de choses ont été préparées, Andretti espère rentrer en F1 dès 2024. Le plus tôt où on pourra commencer, le mieux ce sera. Nous sommes en pourparlers avec la FIA, je peux dire que beaucoup de progrès sont faits. Ouais, encore une fois, Andretti, beaucoup de blabla pour pas grand chose derrière. J'ai l'impression que ils espèrent beaucoup, un peu trop même, de rentrer en F1, j'ai l'impression. Et je sens qu'ils vont se payer une clim monumentale quand ils vont se voir refuser l'entrée en F1. Bon, on verra. Peut-être que je me trompe. Allez, ciao. Wolff relativise 2022. On en parle comme si c'était un désastre complet. Alors, oui, il faut relativiser. C'est sûr que 3ème au constructeur, c'est pas si catastrophique. Surtout qu'ils n'ont pas fini très loin de Ferrari au final. Mais bon, pour une équipe qui a été 8 fois championne du monde des constructeurs d'affilée, c'est un peu moins bien. Alors, du coup, dans une vidéo, le patron de l'équipe fait le point avec Mike Elliott et Raywell Thomas. Mon point de vue ou mon planning n'est pas une question de court-termisme. Il ne s'agit pas d'une course, ni même d'une saison, ou 2 ou 5. Je veux que cette équipe continue à se développer. Wolff veut que Mercedes puisse se battre pour des victoires et des titres chaque année. Et cela a fait de 2022 une année amère. Mercedes n'a remporté la victoire qu'au Brésil. Je ne veux pas considérer cela comme acquis. Comme je nous entends parler ainsi, on dirait que c'est le désastre total de toutes les saisons. C'est ce que j'ai ressenti et c'est le bon sentiment, mais en même temps, nous avons fini 3ème du championnat. On était très proche de Ferrari, nous avons gagné une course et nous avons eu plus de 10 podiums. L'Autrichien n'exclut pas un autre départ difficile pour Mercedes l'année prochaine, mais il assure à tout le monde que 2023 sera une autre pierre à l'édifice du succès de Mercedes. Eh bien, nous verrons ça, Toto. Alors, désastre complet, selon vous? Je vous laisse commenter. Toto Wolff est désolé pour Red Bull. D'une certaine manière, c'est injuste. Oh là là, on va pleurer pour eux. Je pense que la grosse pénalité n'est pas la réduction du 10% de temps en soufflerie, ou les 7 millions de dollars. Je pense que la plus grosse pénalité a été le coup porté à la réputation de l'équipe. Et dans un sens, c'est assez injuste pour la marque mère Red Bull, qui est fantastique dans son domaine. Bah, ils vendent une boisson énergisante, voilà, super. Mais l'équipe de course a subi un tel choc de réputation, et les gens aussi. Alors je pense que personne n'ose plus s'en approcher. Et oui, personne ne veut s'approcher de Red Bull. C'est le mal incarné. Mercedes espère tirer profit des dommages subis par Red Bull Racing en 2023, car en 2022, la marque allemande n'a pas été près de battre les Autrichiens. Mercedes n'a remporté qu'une seule course. Certes. Eh bien, on verra si c'est le cas ou pas en 2023. Alors oui, dans ce qu'il dit, il a pas tort, ça a terni leur réputation aussi, même si c'est un petit dépassement au final. Ils sont connotés comme la seule équipe ayant dépassé le budget, ce qui est un peu dommage pour la réputation. Mais bon, je pense qu'ils s'en foutent un peu au final. Le plus important pour eux, c'est de gagner, et c'est ce qu'ils font pour l'instant, donc bon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Horner se méfie de la détermination de Mercedes en 2023. Alors, Horner, absolument, c'est la première fois qu'il ne remporte pas de titre en 8 ans. Ça va faire mal à chacun des membres de l'équipe, ce qui va les motiver. Tout en concédant l'élan que Mercedes aura pris de son année difficile, Horner a réfléchi au fait que le succès de Red Bull servira de motivation égale pour sa propre équipe en ajoutant « Pour nos gars qui ont vécu cela pour la première fois en 8 ans, ça va leur donner ce goût de la victoire et une fois que vous y avez goûté, vous ne pouvez pas le lâcher. » Très bien, Horner. Lui qui avait déclaré qu'il préférait que Hamilton ne joue plus le titre jamais face à Verstappen, vu comment ça s'était passé en 2021. Donc on peut comprendre là qu'il est un peu dans la méfiance de Mercedes. Je pense que, ouais, il doit pas trop voir ça d'un très bon œil. Il préférait se battre pour le titre avec Ferrari, je pense. Ça serait plus simple à gérer pour lui. Même Vasseur, je pense pas qu'il lui rentre dans l'art comme a fait Wolff en 2021 par exemple. Même si Vasseur, je pense qu'il peut être plus véhément dans ses déclarations que Binotto, qui lui, bon, c'était le monsieur neutre, jamais un mot plus haut que l'autre. Mais bon, ça peut pas être au niveau de Wolff non plus, je pense. Bon, on verra ce que ça donne, j'espère un duel pour laver la fonte 2021 entre Mercedes et Red Bull. Ciao. Alors, Franz Tost met la pression sur AlphaTauri après une saison 2022 ratée. Oula, il est pas content en France.
Lorsqu'on lui a demandé si son humeur avait changé à la fin de l'année, il a répondu « Non, absolument pas, je ne peux pas être heureux de cette saison, parce que nous n'avons pas atteint nos objectifs, nous n'étions tout simplement pas assez bons dans tous les domaines, la voiture n'était pas assez compétitive, et par conséquent il était difficile de marquer des points, d'être en tête, comme nous l'avons été l'année dernière à quelques reprises. J'espère que nos ingénieurs comprennent ce qu'ils doivent faire pour rendre la voiture plus compétitive l'an prochain. » Ouais, bah, je suis aussi surpris que vous, hein, franchement. Je m'attendais à ce que AlphaTauri soit bien, parce que la Red Bull était super cette année. Donc bizarrement, AlphaTauri était raté. Donc est-ce qu'ils n'ont pas utilisé beaucoup de pièces de la Red Bull et RB18 ? Au final, on peut se demander. Peut-être qu'ils ont fait leur saison de leur côté sans vraiment demander des conseils ou de l'aide à Red Bull. D'un côté, c'est pas plus mal, hein. Ça évite qu'il y ait 4 Red Bull et RB18 sur la piste, mais bon. Je suis assez surpris. Et tant mieux pour Gasly qui se soit barré de cette équipe parce que 2023, ça n'augure rien de très bon non plus. Si ça continue comme ça. Bon, je vous laisse commenter. Wolf compare les succès de Mercedes à 8 soirées de Noël d'affilée. Oui, d'accord, pourquoi pas. J'ai étudié la plupart des équipes sportives à succès en général qui ont dominé une époque et ont finalement commencé à être performantes, puis se sont effondrées. Il y avait des raisons assez solides pour cela, pour lesquelles ça s'est produit, vous pouvez les retracer. Je n'ai jamais vu dans notre organisation un sentiment de complaisance nulle part. Pour moi, c'est comme avoir 8 soirées de Noël d'affilée. La 8e fois ne sera pas aussi excitante que la première. Je me suis souvenu avoir dit « C'est une autre victoire de course. Bien, nous sommes très heureux. Nous avons bien travaillé. Nous avons débriefé comme si c'était notre première. Mais je pense que c'est dans la nature humaine, on s'y habitue. Et c'est pourquoi, en rebondissant au Brésil et en voyant les émotions de l'équipe, j'ai eu beaucoup de fierté. C'est intéressant de se regarder et de voir une émotion que je n'avais jamais vue venir. C'est extrêmement gratifiant, bien qu'il s'agisse d'une victoire. En course, nous avons terminé 3e au championnat des constructeurs. Nous n'étions pas vraiment dans le rythme des autres, mais c'était une autre pièce du puzzle pour, finalement, revenir et se battre à l'avant. Bon, est-ce qu'il y aura une 9e soirée de Noël en 2023, du coup ? Par contre, ça sera pas d'affilée, cette fois. Ça sera une soirée de Noël, bon, un peu à part. Mais ça serait bien qu'il refasse une soirée de Noël, hein ? Je vous laisse commenter. Alors Vettel, la mayonnaise avec Alonso n'a jamais pris. S'il a apprécié se battre contre lui en piste, Vettel n'a jamais eu d'atome crochu dans le paddock avec Alonso. Ah bah tu m'étonnes. J'ai une haute estime de Fernando en tant que pilote. Il a énormément de talent naturel, une détermination incroyable, un grand instinct de pilote, qu'il n'a pas perdu au fil des années. Vous pouvez voir qu'il aime la course, il est passionné. En tant que personne, cependant, je ne le connais pas vraiment. Je ne dirais pas que nous nous entendons pas, je pense que nous nous respectons. Mais nous avons jamais eu l'occasion d'apprendre à nous connaître, à passer du temps ensemble, à parler de choses en dehors de la course. C'est un grand pilote, probablement l'un des plus coriaces que j'ai jamais convoité. Il est toujours là, il ne recule jamais, mais aussi très respectueux lors des combats rapprochés, ce que j'ai apprécié. Mais en tant que personne, la mayonnaise n'a jamais vraiment pris, parce que nous ne connaissons tout simplement pas bien. Ouais, et puis je pense qu'ils partagent pas les mêmes idéaux de vie. Je pense que le climat, honnêtement, Alonso il s'en bat les couilles, hein. Lui il est là pour faire de la course automobile, quelle qu'elle soit. Donc le fait que ça pollue, il s'en fout, hein. Lui, il fait sa passion, il s'en fout du reste, hein. J'ai l'impression que c'est un peu ça, le sentiment d'Alonso. Vettel, lui, ça a commencé à le déranger, donc il a arrêté. Et puis même, niveau caractère, ils sont totalement différents, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que Vettel s'est plus entendu avec Hamilton, puisqu'ils sont plus raccords. Bon, vous en pensez quoi de Alonso et Vettel, qui se sont jamais vraiment appréciés en dehors de la piste? Ciao. Lewis Hamilton, j'aime toujours autant le défi chaque année. Interview avec Speed Café, après 7 titres, il ne s'ennuie toujours pas d'être dans la catégorie des sports mécaniques. C'est une question que je me pose pour le moment moi-même. Je ne sais pas, je pense que c'est ce que j'aime toujours et c'est ce que je fais. J'aime toujours le défi chaque année, a-t-il ajouté. Il a aussi dit qu'il se donne pour défi de retirer des points positifs après chaque Grand Prix tout en essayant de garder les points négatifs derrière lui autant que possible. La saison dernière, donc, a été très difficile pour lui. En effet, Mercedes a connu une première moitié de saison décevante. Cependant, la période après la pause estivale a donné à Hamilton suffisamment de confiance pour rester derrière son équipe. Et on espère qu'il va rester plus longtemps que jusqu'à fin 2023. Donc là, les négociations, je pense qu'elles vont commencer bientôt, hein. Après les fêtes, là, dès janvier, je pense que ça va commencer à discuter avec Wolf pour prolonger son contrat chez Mercedes. Alors j'ai lu aussi que Ralf Schumacher disait que Hamilton partirait fin 2023 si Russell le battait encore en 2023. C'est du bullshit, hein, clairement. Vu qu'il va sûrement re-signer avant le début de saison, il va pas partir fin 2023, ça serait débile. Ça serait pas respecter son contrat, surtout. Bon, c'est du Ralf, hein, de toute façon. Il espère que Mick prendra sa place. Allez, je vous laisse commenter. Alors, Mercedes déclare que le marsouinage a créé des casse-moteurs, apparemment. Nous sommes arrivés au début de la saison avec quelques rebonds sur l'unité de puissance, a déclaré Wolf. Nous n'aimions pas certains aspects du déploiement ou de la gestion du groupe motopropulseur.
Avec le gel des moteurs, l'équipe a pu vraiment ajouter de la performance et faire face au casse-tête d'une voiture qui rebondit et casse son moteur. Heureusement, nous étions très fiables et le moteur était très performant vers le milieu et la fin de saison. Il devenait très clair que les moteurs prenaient de sacrés coups, en particulier le bas du moteur. Et quand vous avez vu Hamilton et Russell qu'ils avaient l'air un peu sonnés en sortant des voitures, les moteurs subissaient à peu près la même chose. Bah, sûrement en pire même, je dirais. Donc écoutez, visiblement, ça n'a pas provoqué de problème de fiabilité, c'est tant mieux. Écoutez, ça prouve que les moteurs Mercedes sont très très robustes et solides. Donc bon, il y en a un qui va être content d'avoir un moteur fiable, c'est Fernando, avec la Aston Martin Mercedes du coup. Donc pourvu que ça dure, hein, cette fiabilité du moteur Mercedes, c'est ce qui fait aussi la force des équipes Mercedes. Allez, ciao ciao. Vettel reviendra-t-il chez Red Bull? Il serait très bien placé pour le faire. Le journaliste de Sky Sport Cameron Chandok ne pense pas du tout que ce soit une folle idée et suggère même à quel poste l'Allemand pourrait être adapté. Il serait très bon pour conseiller la prochaine génération de pilotes sur la façon d'être professionnels sur les circuits, mais aussi pour avoir une conscience de ce qui se passe dans le monde de plus large. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà, en gros il remplacerait Marco quoi en fait. Marco qui a longtemps dirigé l'équipe Red Bull Junior avec beaucoup de succès, mais le programme est connu pour être impitoyable. Bah pourquoi pas, en vrai il serait beaucoup mieux que Marco hein, pour gérer les jeunes pilotes je pense. Vettel. Donc ouais dans 5-6 ans éventuellement quand Marco va prendre sa retraite, parce que bon il est pas éternel non plus hein, Helmut. Et je pense pas qu'il aille jusqu'à la mort, qu'il bosse jusqu'à ce qu'il meure en fait. Ça serait un peu abusé là. Il faut laisser la place aux autres, Marco, un peu. Donc pourquoi pas dans ce rôle, Vettel? Ouais, je le vois bien dans ce rôle-là. Je vous laisse commenter ça. Alors, Steiner salue un Magnussen plus mature et détendu. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était pas ça l'entente avec Steiner. Hein. Revenant sur la forme de Magnussen tout au long de l'année, ainsi que sur la forme fluctuante de son équipe, qui a connu des hauts débats, Steiner a déclaré. Lorsque Magnussen est revenu, il a marqué des points dès la première course, il avait toute l'équipe derrière lui. Ensuite, je dirais, après la trêve estivale, il a un peu galéré, on ne sait pas trop pourquoi. Mais par la suite, il est revenu. Donc ça montre que nous avons eu des hauts débats en tant qu'équipe, pas seulement Kevin. Nous devons donc analyser pourquoi nous avons eu tant de hauts et de bas. Et nous avons fait déjà une partie de ce travail. Il a mûri, en vieillissant, nous devenons tous plus calmes et voyons les choses un peu différemment. Il est la plupart du temps très détendu et maintenant avec la combinaison avec Mark Slade, ingénieur de course depuis Singapour, j'espère que nous allons avoir à l'avenir le meilleur Kevin. Espérons que l'année prochaine nous pourrons être plus stables afin d'obtenir une bonne performance la plupart du temps. Nous avons toujours eu un mauvais événement ou quelque chose comme ça, et nous avons donc besoin de plus de stabilité. Pour Kevin aussi, il devrait revenir en bonne forme. C'est un long calendrier avec beaucoup de courses, mais je pense qu'il gère bien ça maintenant. Et on verra ce que ça donne avec Hülkenberg en équipier également. Bah ouais, c'est vrai qu'au début il dominait Mick Schumacher, puis ensuite on a vu que Mick Schumacher a pris peu à peu le dessus sur lui, le devançant régulièrement. Bon, malheureusement, il a pas marqué autant de points que lui, mais bon, il en a marqué quelques-uns quand même. Bon, je vous laisse commenter ça, on verra ce que ça donne l'année prochaine chez As. Alors, les équipes ont publié les comptes de la saison 2021, ces comptes ont fait l'objet d'une analyse de la part de la FIA dans le cadre de réglementation financière. Alors, attention, hein. Vous voyez des gros chiffres là, mais c'est pas par rapport au budget tout ça. Hein. Un an après la fin de saison 2021, l'ensemble des équipes ont publié leurs comptes. Bah, il est temps, oui. S'il y a un an d'écart à chaque fois, ça va être chiant. Hein. 3 équipes ont violé la règle, bon, ça ok. Enfin, Williams et Aston, c'était pas vraiment une violation, mais c'était plus des problèmes administratifs. Sur les 8 équipes qui ont diffusé leurs comptes, Sauber ne les diffuse pas, tandis que Ferrari ne diffuse pas uniquement les comptes de son équipe F1. Le plus gros budget revient à l'équipe Mercedes et le plus petit à As. 3 équipes sont en déficit, McLaren, qui est l'équipe la plus dans le rouge, Aston Martin et Williams. Certains comptes permettent d'obtenir des informations précieuses de certaines équipes. Par exemple, on apprend que l'entreprise Red Bull verse 61 millions d'euros à AlphaTauri. Ainsi, la Scuderia Ferrari dispose d'actions de Liberty Media liées à la F1 dont l'évolution est de 10,55 millions d'euros, 10,559 au 31 décembre 2021, soit une augmentation de 47% par rapport à 2020. Chiffre d'affaires, coûts, d'accord, résultats, effectifs. Ouais, c'est compliqué à analyser ce tableau, je dirais quand même. Les sommes correspondent pas trop. Par exemple, si tu fais chiffre d'affaires moins coût, ça fait pas résultat en fait. Donc, ouais. Il manque des données. Je pense qu'il manque des données. Après, voilà. C'est intéressant quand même, mais bon, il faut avoir plus de données pour tirer des conclusions, je pense. Bon, en tout cas, on peut voir que McLaren, Aston Martin et Williams ont perdu de l'argent. Malgré le plafonnement budgétaire. Et regardez, le mec qui sait pas analyser le tableau, il dirait « Regardez Mercedes, 383 millions au lieu de 145. Bannissez-les à vie. 238 pour Red Bull. » Non, évidemment, c'est pas ça. Hein. Sinon, là, faut les bannir à vie, les deux, de la Formule 1. Hein.
Avec un tel dépassement, stop quoi. Surtout Mercedes pour le coup. Alors il y a des petites étoiles aussi d'ailleurs. Une grande partie de l'effectif de Red Bull Racing fait partie de Red Bull Technology. Ça comprend les revenus générés. Alors le 2 c'est Ferrari, 2 petites étoiles. Ça comprend les revenus générés par le sponsoring et les revenus commerciaux de la F1, ainsi que le merchandising de la marque Ferrari. Ouais, regardez Ferrari qui a dépassé de 300 millions quasiment le placement budgétaire. Non, non, évidemment, c'est pas ça. McLaren Racing comprend également les activités en IndyCar. Ah, d'accord, ouais. C'est peut-être ça qui fait perdre de l'argent à McLaren au final, l'IndyCar. Ne sont pas pris en compte que les données publiées dans les comptes déposés en Grande-Bretagne. Donc pour As, tout simplement. Bon, ok. Intéressant de savoir aussi que Red Bull verse quasiment 61 millions à AlphaTauri. Donc sinon, je pense qu'il perdrait beaucoup d'argent chez AlphaTauri. Bon, bah, je vous laisse commenter ces chiffres. Max Verstappen écrit une lettre ouverte et remercie les fans de Red Bull Racing. Et les autres, tu les remercies pas, Max? Non mais attends. Oh, je vous passe l'intro. Alors, passons directement à cette fameuse lettre. Verstappen a ensuite écrit une lettre à ses fans pour les remercier de leur soutien conditionnel. Ce fut une année formidable, je vous tiens à vous remercier, nos fidèles supporters, pour votre soutien pendant la saison. Nous avons un esprit d'équipe incroyable, mais te voir dans les tribunes et entendre ton soutien me donne encore plus de motivation pour continuer. Remporter autant de courses, c'est incroyable. Je suis reconnaissant à tout le monde pour son soutien. Même dans les moments difficiles au début de saison, on a continué à travailler pour atteindre le même objectif. C'est ainsi que nous sommes devenus champions des pilotes et des constructeurs. Avec ton soutien continu, et avec l'équipe que nous avons, je suis sûr que nous pouvons maintenir cela. Je crois vraiment en cette équipe et je sais que nous pouvons obtenir encore plus de succès. J'espère que nous pourrons obtenir beaucoup plus de victoires dans les années à venir, et qu'ensemble nous pourrons nous battre pour encore plus de championnats. Bien sûr, il est aussi important que tout le monde passe un peu de temps loin des courses pour être avec sa famille et ses amis. J'espère donc que vous passez tous des vacances fantastiques et j'ai hâte de recommencer l'année prochaine. C'est beau, incroyable. Vous en pensez quoi de cette magnifique lettre de Max? Allez, ciao. Wolff s'adresse aux fans de Mercedes en cette fin d'année 2022. C'est la fin d'une année vraiment difficile, mais parfois il est bon de se tromper, de se préparer, de se recalibrer et de se reconditionner pour l'avenir. Avec un peu de chance, nous pourrons regarder en arrière et dire à quel point cette année a été importante en termes d'apprentissage sur la voiture et sur nous en tant qu'êtres humains. C'est sûr que 2022 nous a rendus plus déterminés à revenir au sommet. Le patron de l'équipe autrichienne a remercié les fans d'être toujours autant derrière l'équipe. Merci pour tout votre soutien tout au long de l'année. Nous tournons maintenant vers une nouvelle saison avec de nombreuses opportunités. Une bonne année à tout le monde, nous dit Toto Wolff. J'aime bien quand il dit il est parfois bon de se tromper. Ouais, enfin, le mieux c'est quand même de pas se tromper et de faire une année irréprochable. Après, bon voilà, ils ont été invaincus depuis 2014, ils ont aussi le droit de faire des erreurs comme tout le monde. Ce sont pas des robots, hein, donc voilà. Ils ont pas la science infuse et puis voilà quoi. On espère évidemment qu'ils auront résolu leurs problèmes pour 2023. Allez, je vous laisse. Horner, Max Samuri est passé à la vitesse supérieure en 2022. Bravo Max. Il a simplement franchi une nouvelle étape cette année. Gagner ce premier championnat a vraiment fait tomber la pression de ses épaules. Il a mûri et est passé à la vitesse supérieure. Il s'est brillamment adapté aux nouvelles règles, a baissé la tête et a réalisé des courses incroyables. Quand vous regardez ses victoires au Grand Prix, wow, il a eu des courses incroyables. Il a été absolument le meilleur pilote de la saison. C'est très rapide, hein, en tout cas, ces news, waouh. Alors oui, d'un côté, il a raison quand il dit que Max Samuri, quand vous voyez son comportement en 2021-2022, c'était plus du tout la même chose. En même temps, c'était pas non plus le même cas de figure, les mêmes circonstances, etc. Bon, on a très vite vu qu'au final, Leclerc, sur la durée, ça allait pas le faire avec Ferrari. Problème de fiabilité. Lui-même, Leclerc a fait des bêtises aussi. Problème de stratégie. Bon, il y a trop de trucs qui n'allaient pas hein, chez Ferrari. Donc c'était loin d'être aussi solide que Mercedes en 2021 Ferrari. Maintenant, on verra si effectivement il a vraiment mûri en 2023. Si par exemple Lewis Hamilton rejoue le titre à nouveau et qu'il y a d'autres pilotes aussi en lice. Donc on verra. Allez, je vous laisse commenter. L'ex-chef de Mercedes assure que Hamilton n'est pas fini. Il n'est pas finito, Lewis. À tous ceux qui pensent que Lewis Hamilton est déjà fini, je serais heureux de raconter dans les chroniques de l'année prochaine que les choses se sont passées très différemment. Russell est un pilote de haut niveau, la meilleure condition préalable dans l'équipe championne du monde des records, afin que tous deux s'encouragent mutuellement à réaliser des performances de haut niveau. Au cours des premiers mois de l'année, les problèmes de Mercedes sont surtout portés sur le marsuinage. Mais Hogue est persuadé que les flèches d'argent vont rebondir. Vont rebondir, hein, le jeu de mots. Mercedes ne partira pas aussi mal en 2023 qu'en 2022, ce qui ne facilitera pas la vie de Ferrari sous une nouvelle direction. Je suis sûr que Mercedes défiera Red Bull à nouveau, lors de cette saison 2023. Les flèches d'argent poursuivront cet objectif de manière méthodique et sans compromis. La piqûre des expériences de 2022 est aussi profonde à Brackley qu'à Brixworth. Eh ben écoutez,
Espérons que les prédictions de Norbert se révèlent vraies. Alors est-ce que, je vous pose la question, est-ce que Lewis Hamilton est un pilote fini? Les anti-Lewis diront que oui, les autres non, évidemment. Je vous laisse commenter. Moi évidemment je pense que non, hein, loin de là. Ciao. Toto Wolff dit qu'il était difficile de voir Lewis Hamilton avoir mal au dos. Il souffrait, Lewis. Torsionnaire. Mais c'est tout aussi difficile de voir cette équipe fantastique qui a remporté un championnat et qui 6 mois plus tard n'est pas au-dessus d'un problème technique. Nous l'avons examiné avec tous ces aspects. Sous tous ces aspects, nous n'avons pas pu trouver la différence. Et vous voyez votre pilote sortir de la voiture qui est trop raide et impossible à conduire, et nous n'avons pas vraiment trouvé la solution. C'était quelque chose que je ne pensais pas que nous pourrions nous retrouver dans une telle situation. Voilà, la traduction là, bancale là. Mais bon, on a compris l'idée. Bah oui, ils ont souffert, les pilotes Mercedes, notamment à la fin d'Azerbaïdjan, c'était le pire Grand Prix niveau douleur apparemment. Alors certains diront, ouais mais Lewis, il faut lui donner un Oscar, c'est un grand acteur, etc. Ah, effectivement, personne ne peut le savoir à part lui, hein, s'il a joué un peu, s'il a amplifié le problème, ou si vraiment il souffrait énormément. Dur à dire. Certains disent qu'il en a rajouté pour que la FIA intervienne. On ne pourra jamais le savoir. Bon, bah écoutez, normalement il n'y aura plus de problème de toute façon avec la W14, donc voilà. Je vous laisse commenter. Alors Ricciardo se dit impatient et curieux d'essayer le simulateur Red Bull, pour voir un peu quelle performance il ferait par rapport à notamment Perez et Verstappen. En revenant chez Red Bull, je pense qu'il y a un côté de moi qui est curieux à l'idée dans le simulateur de voir comment je vais m'en sortir, même juste pour moi-même. Il est clair que la Red Bull est une voiture qui a changé au cours des 4 dernières années, mais c'est également une voiture que je connais bien et avec laquelle j'ai eu beaucoup de succès. Je suis donc curieux de voir si elle me ramène à tout ça maintenant, et si je vais retrouver des sensations à son volant. Je pourrais me faire une idée grâce au simulateur, je pense que je saurais. Naturellement, si je réalise les mêmes chronos dans le simulateur, je pense que ça me donnera la confiance nécessaire pour le faire en piste. Mais si j'ai une demi-seconde de retard dans le simulateur, alors peut-être que je serais juste devenu vieux. Oui, mais alors Ricciardo, j'ai envie de te dire, est-ce qu'ils vont te laisser rouler en piste Red Bull au final? Ah, vraiment, s'il y a un problème avec un des deux pilotes, oui, mais bon, sinon, même en essai libre 1, il fera pas d'essai, hein, je pense que ça va être compliqué. Hein. Ils vont privilégier les titulaires et c'est normal. Hein. Et même pour les essais privés, il y a tellement peu de temps d'essais privés, c'est les titulaires qui rouleront, pas lui. Donc voilà, il pourra juste se comparer aux autres avec le simulateur. C'est déjà pas mal, remarque. Safnauer revient sur les rudes négociations entre AlphaTauri et Alpine pour engager Pierre Gasly. J'ai appelé Franz pour lui dire est-ce que vous pouvez le libérer et Franz il a répondu non. Eh bien j'ai dit super, je suis content que tu dises ça parce que la dernière chose que je voulais entendre était oui, je suis impatient de me débarrasser de ce gars. Franz a répondu non, j'ai besoin de lui, c'est un excellent pilote, je ne veux pas m'en séparer. J'ai dit merci avec tout le respect que je vous dois, si ça vous dérange, si j'appelle Helmut, il peut avoir un point de vue différent. Alors j'ai appelé Helmut. Bien que Nick De Vries ait finalement été signé en tant que remplaçant de Gasly chez AlphaTauri, Safnauer a pris part aux négociations initiales pour aider l'équipe appartenant à Red Bull à signer Colton Herta. Malgré un fort intérêt, l'opération a finalement échoué car Herta n'avait pas assez de points en super licence. Et la FIA n'était pas disposée à faire un geste. Safnauer a ajouté en même temps, lorsque j'atteignais certaines équipes, j'appelais Laurent Rossi et je lui disais regardez, voici ce que j'ai fait, voilà où j'en suis. Je dois maintenant aller en Amérique et parler à Brian Herta pour trouver une solution. J'ai fait cette partie-là aussi, je suis déjeuné avec Brian et Colton. Parce que la libération de Gasly était conditionnelle à ce que Red Bull, je comprends, lui trouve un remplaçant, sinon il l'aurait pas libéré. A conclu Safnauer. Mais au final, le remplaçant c'est De Vries. Donc voilà, au final, ils ont réussi à choper Gasly. Donc écurie 100% française en 2023. Alpine, excellent. On verra ce que ça donne. Ciao. Et Mercedes qui franchit une nouvelle étape contre le marsouinage. Mercedes ne s'attend pas à s'offrir d'une plus grande porosité la saison prochaine avec la W14, comme la nouvelle voiture s'appelle. La formation allemande comprend désormais si bien le problème qu'elle serait même capable de générer, de mettre fin ou de simuler le porpoising. Ça c'est une bonne nouvelle. Alors la confiance chez Mercedes serait si élevée qu'elle ne pense pas apporter de changement majeur à la voiture avant la saison 2023. L'équipe de Lewis Hamilton et George Russell s'attend à ce que avec le concept Zero Side Pod, elle soit en mesure de rendre les choses difficiles pour ses rivaux, Red Bull et Ferrari. Bon, c'était court au final. Donc en gros, pour résumer, Mercedes comprend désormais totalement le marsouinage, le phénomène, comment ça se met en place, etc. Et ils vont garder le concept actuel de la W13 en l'améliorant évidemment. Ils vont pas repartir de zéro, et ça c'est une bonne nouvelle. Bon, en espérant que ce soit évidemment la bonne chose à faire. Faudrait pas que la W14 ait les défauts de la W13, j'espère que ça sera corrigé. Je vous laisse commenter.